Bonjour Aymeric. Bonjour Fanny, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Merci de me recevoir chez toi, trop cool. Mais de rien, avec plaisir. T'es Merci pour mignon. l'invitation. Bah non, mais c'est super et on a eu surtout des échanges un petit peu en amont qui étaient aussi très intéressants. Et la première chose avant même que tu te présentes, c'est quoi pour toi la notion d'intégrité ? Parce que c'est le mot qui est venu dans ma tête après tout notre échange en off. C'est marrant parce que déjà je pense que ça me fait un effet positif que ce soit ce mot-là qui ressorte, bien que je fais pas les choses pour avoir. Je préviens déjà des auditeurs, moi je passe par 46 chemins quand je réponds à une question, donc Je suis et je vais remettre le fil rouge. je suis pas en short réponse. Je fais pas les choses dans le but qu'on me perçoive intègre. C'est que pour moi, tu dois faire les choses avec intégrité. Et du coup, qu'est-ce qu'est l'intégrité ? C'est marrant. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses de gens qui peuvent tomber dans la réponse facile de c'est pas trahir d'où tu viens et tout. Moi, je pense pas que c'est forcément ça. Je pense que c'est surtout être en accord avec qui t'es, être en accord avec qui t'es. Mais être en accord avec qui t'es, ça nécessite parfois d'assumer le lendemain être en désaccord avec ce que t'as dit la veille, tu vois. Ouais. Et c'est ça, je pense, être intègre, c'est de se dire, ok, là, hier, je me suis trompé, et je vais pas continuer tête baissée dans quoi je me suis trompé ou quoi. Mais c'est ne pas aller dans des trucs où ça te correspond pas, ne pas se laisser avoir par l'appât du gain, en fait. Quel que soit le gain. Si c'est un gain d'ego, un gain d'argent. Un gain d'amour, un gain de fou. ce qu'on veut, quoi. Ouais. C'est ça, je pense. Mais c'est une des valeurs principales que je regarde chez quelqu'un, je pense. Alors, je suis contente que ce soit le mot qui soit sorti de notre échange en amont. Et puis, ce que je rajouterais, et pareil, ça va dans le sens de ce qu'on n'a pas encore partagé au micro, mais c'est le fait aussi, à mon sens, d'être aligné, même quand on ne nous regarde pas. Et du coup, tu vois, de ouf. Là, ce qu'on s'est dit en amont, c'était pas enregistré, mais moi, je l'ai entendu. Et c'est des choses que peut-être les gens ne savent pas autour de toi, ou tu vois, quand ils t'écoutent sur un date, etc., ils le savent peut-être pas. Peut-être qu'ils le ressentent. Moi, je sais qu'il y a plein de trucs que je ressens juste en entendant quelqu'un, mais peut-être ils le savent pas. Et c'est trop beau de voir ça, en fait, tu vois. Et que ce soit pas juste une facette pour la fame ou pour une énième, je prône cette valeur. Je sais même pas ce que ça veut dire, en fait, tu vois. Bah, écoute, c'est gentil, du coup, par corrélation, c'est gentil pour moi, je te remercie. Mais ouais, je pense que c'est la phrase que tu viens de dire là, elle me fait écho. C'est que et c'est marrant parce que du coup, t'as dit on est chez moi, mais l'autre jour, je me tenais là, à cet endroit, je mettais mes chaussures et je me suis fait une phrase dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai reçu une proposition d'un truc et je me suis dit putain, mais la proposition que j'ai reçue, en l'occurrence, elle fait sens et j'étais content de la recevoir. Et au moment où je faisais mes lacets, vraiment, je réfléchissais et il y a ça qui a popé dans ma tête. Je me suis dit mais jamais je pourrais faire un truc sans sens, tu vois. Genre là, je suis tout seul chez moi. C'est ça qui compte, comme t'as dit. C'est quand tu rentres, si à la fin de la journée, je claque le truc et je suis pas bien vis-à-vis de ça. Je suis pas intègre vis-à-vis de moi-même. Non, ça me ferait baliser de fou. Et après, attention, hein, le truc que je veux dire aussi, parce que moi, je suis très privilégié. C'est-à-dire que je fais un métier, je fais ce que j'aime. J'ai certes construit ça ou quoi, mais faut pas enlever la part je suis privilégié. Ouais, et je sais que parfois cette question d'intégrité là, chez les gens qui vont faire des métiers de la vie de tous les jours, tu vois, qui font du métro boulot dodo et tout, parfois ça se heurte plus et c'est plus dur à entendre pour eux parce qu'ils vont se dire putain, j'ai des valeurs, mais là je dois aller travailler pour telle entreprise qui est contre ces valeurs là et c'est difficile pour moi. Même si je suis personne, genre je pense qu'il faut rassurer aussi tu vois tout le monde et prendre un pas de recul sur ce devoir de responsabilité là et d'exemplarité, dans le sens où c'est plus simple pour moi d'être intègre avec ce que je fais parce que c'est plus simple quand tu construis ton propre business, etc., ou ton propre art, de choisir avec qui tu travailles et ce que tu fais, mais l'intégrité elle peut se trouver partout. Même si tu travailles dans une station Total et que t'es écolo et que tu rentres chez toi, t'as peut-être tes raisons et ton intégrité elle se joue à d'autres niveaux et t'es quelqu'un d'intègre quand même. Tu sais comment tu le fais, tu vois. Et par contre, c'est rigolo que tu dises que ce soit plus facile à son compte. Alors, je le comprends, c'est-à-dire que ouais, c'est plus facile parce qu'en effet, tu peux choisir où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie, tes projets, etc. Par contre, là où ça peut venir être challengeant, c'est justement
parce que t'es à ton compte, t'as pas ta sphère de sécurité financière. On reste quand même des êtres humains avec des factures à payer, etc. Et qu'à un moment, c'est pas le cœur qui paye les factures, tu vois, à la fin du mois. Et je sais que ça peut être compliqué pour avoir accompagné pas mal d'entrepreneurs de se dire, là, il y a ça qui va me rémunérer, mais là, mon cœur est ici. Et comment est-ce que je fais pour trouver, en fait, un entre-deux, etc. Et le pourquoi je le fais, et c'est ce que tu partageais justement avec quelqu'un qui serait dans le salariat, tout simplement. Le pourquoi je le fais, c'est hyper important dans tous les domaines de vie. Et c'est marrant, c'est ce que je partageais en story tout à l'heure avant de venir. J'ai vu une interview de Attic avec Mehdi Maizi. J'étais en train de la regarder avant que tu arrives. Incroyable. J'en suis au début. Le passage où il dit, mais en fait, à quoi ça sert, Attic dit ça, à quoi ça sert en fait d'avoir eu autant de propositions, de collaborations, d'avoir été dans la fame, etc. Parce qu'au final, j'ai pas tissé de lien, j'ai pas créé de lien. Et du coup, pour moi, quand on cherche cette notion d'intégrité, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours se poser la question de pourquoi je le fais. En fait, c'est le pourquoi. Donc du coup, la question qui me vient là, c'est toi, c'est quoi ton pourquoi ? Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Et puis du coup, tu pourras nous dire aussi ce que tu fais quand même rapidement pour qu'on sache. Déjà, dernière parenthèse sur ce qu'on disait. Oui, je disais c'est plus facile quand t'es seul, mais c'est plus facile au sens de c'est toi qui choisis tes sacrifices. En fait, c'est juste ça que je voulais évoquer. Après, oui, il y a des. Je dis pas, il y a le parcours du combattant aussi de quand t'es entrepreneur solo, on le connaît, mais oui, c'est tu choisis tes sacrifices ou t'as choisi d'être là, donc c'est dans ce sens-là que je veux dire. Ouais, donc tu connais encore ton pourquoi de tu te sacrifies. Donc on en est toujours sur le pourquoi en fait. Tu vois, c'est ça. Et du coup, pour répondre à cette question du pourquoi, alors déjà, ce sera peut-être plus simple en effet que je resitue ce que je fais. Ouais. Donc je m'appelle Emric, mon nom de scène c'est l'écrivain en 3 mots. Et de base, je suis auteur. J'ai sorti 2 livres. Et qui s'appelle comment ? Le premier s'appelle LVDE, qui est l'abréviation de la vie d'Emric. Et qui est un recueil de nouvelles, et le deuxième il s'appelle RDDST. J'ai jamais donné la signification, il y a une énigme à trouver sur ça pour les gens qui le lisent. Incroyable. Et qui s'appelle RDDST, c'est un recueil de poèmes. Et là j'ai fini mon 3e livre qui sera mon premier roman, qui s'appelle Pendant que je meurs. Et ça on verra quand ça sort, puisque ça me fait une transition toute trouvée. Il s'avère que depuis 2 ans j'ai un podcast qui s'appelle Anecdate, qui déconstruit les enjeux sociétaux via le prisme de la rencontre, parce que j'estime que même le privé est politique. C'est pas moi qui l'estime d'ailleurs, c'est tous les grands sociologues. Et du coup, le but c'est de déconstruire ça pour avoir des rencontres qui soient plus saines et inclusives, et essayer de changer aussi, de faire comprendre plutôt aux gens que en te changeant dans ton privé, t'impacteras aussi la société, parce que t'impacteras ton rapport à l'autre dans la vie de tous les jours. Et du coup, pourquoi je fais tout ça ? Il y a 2 réponses. Le podcast, je l'ai commencé, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait beaucoup de gens de mon entourage qui me disaient avec tout ce qui t'arrive, raconte des trucs, et je leur disais impossible de faire des storytime sur YouTube, je ferais pas ça, tu vois. Et parce que c'était le pourquoi je ferais ça, juste raconter mon dos, j'y trouvais pas d'intérêt, je me sentirais pas intègre. Et par contre, vu que j'ai toujours eu un aspect sociologique d'essayer de tirer des enseignements de ça, là le format où je pars d'une anecdote, où c'est ça avec mes invités, on part d'une anecdote, après on tire un sujet, on s'intéresse au sujet, ça m'intéresse, tu vois. Et je l'ai fait en premier lieu pour parler avec les gars de chez moi, parce que moi je suis un homme cis blanc hétéro, donc je suis au sommet de la pyramide des privilèges, et je viens d'une classe populaire, je le précise parce que ça a beaucoup affecté mon rapport à la rencontre, et même si toutes les problématiques liées au patriarcat, etc., sont présentes dans toutes les classes de la société, elles s'activent différemment, et moi je pouvais parler qu'aux gars de chez moi, et que à ce que je connaissais, pardon. Donc du coup aux gars de chez moi, et c'est comme ça que j'ai commencé en me disant il y a peut-être un dialogue à créer, parce que c'est à nous en tant qu'hommes de déconstruire le patriarcat d'abord, tu vois, vu que les femmes le subissent. Et voilà, je l'ai pris, c'était le pourquoi, c'était ça, tu vois, c'était essayer de faire avancer le sujet. Et après, pourquoi je fais ça au global? C'est marrant parce que du coup, je sais qu'on en a parlé en off, mais forcément, je suis obligé de revenir à là, tu vois, c'est lié à, je pense, des trucs de l'enfance et tout. Et en vrai, pendant longtemps, j'ai répondu le truc un peu cliché de me dire, qui est vrai aussi, mais quand j'ai fini mes études et que j'ai fini mon master,
j'ai vite capté qu'avoir un patron, ça allait être compliqué pour moi. Tu faisais des études de quoi d'ailleurs? J'ai fait des études de communication et j'étais dans un truc qui s'appelait l'ISIC où j'ai eu la chance de faire il y avait aussi beaucoup de sociologie et psychologie au sein de cette licence-là. Je suis pas surprise. Je me demandais quelle était la place de la sociologie avant même, tu sais, ça aurait pu pas du tout venir des études, mais je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc avec les études et... En vrai, elle a pris plus de place en tant que lecture personnelle ensuite, tu vois. Parce qu'en gros, moi, quand j'ai fini mes études et j'ai fait mon master, après, j'ai fait un master de pub à Sub de Pub. Dans ce master de pub-là, j'ai fait un mémoire anti-publicitaire au sein de Sub de Pub. Donc, du coup, ça avait challengé mes profs. Mais j'avais eu des profs ouverts d'esprit, donc c'était cool. Et je l'avais fait sur entre guillemets, le rôle de la femme dans la publicité. Où se trouve-t-elle et où se trouve la femme racisée dans la publicité? Pourquoi est-elle absente, tu vois? Et quand j'ai fini ces études-là, j'ai pris un an où, pour le coup, j'ai vraiment lu de la sociologie, mais pour moi, où j'allais à la bibliothèque tous les jours, comme si j'avais une ambition de préparer une thèse, tu vois. Ouais. Ambition qui est pas enterrée non plus. Mais du coup, j'ai commencé à lire tout ça et bref, j'étais en train de dire que il y a ce truc de pourquoi cela dit je l'ai fait. Il y avait cette réponse facile de me dire ce serait compliqué d'avoir un patron, mais en vrai, c'est pas en mode. Moi, j'ai beaucoup de distance avec tout ce qu'il y a et qui est actuellement à notre époque beaucoup promulgué, le fait de faut monter des business, si c'est un truc entrepreneurial ou quoi. Moi, je te dis clairement, je m'en bats les couilles d'être un entrepreneur. Genre, c'est pas ça qui m'anime. Je suis pas là pour entreprendre quoi que ce soit, si ce n'est, on y revient, mais faire un truc qui a du sens pour moi. Et en fait, tout ce qui m'est arrivé professionnellement découle d'engagements qui ont été sur le terrain, politique, militant, etc. à l'époque. Et je sais pas, ça s'est fait tout seul en fait. Je préférais, il y a un moment donné, je trouvais plus de sens et d'intégrité à prendre un an où je bosse et je fais des petits boulots et à côté je bossais pour moi, je lisais ma sociologie. J'avais toujours ce truc de me dire, en fait, je préfère investir mon temps dans l'humain que je suis vis-à-vis des autres. Il s'avère qu'ensuite, j'ai la chance, et parce que j'ai travaillé certains trucs, d'avoir transformé ça en métier aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Mais ce qui prenait d'abord le cas, et donc réponse très longue, mais je peux conclure sur ce retour en l'enfance, etc. C'était le fait depuis petit, je me pose des questions. Depuis petit, je suis dans l'analyse de, mais si je dis ça, qu'est-ce que ça provoque chez l'autre? Et ça, je pense que je le dois à mon environnement, dont je suis très fier, où j'ai grandi et tout. Et ouais, donc du coup, c'est pour ça, tu vois, que je pense que j'ai fait tout ça. J'ai repris un truc, toutes les questions que j'avais petit, j'ai besoin d'y répondre maintenant, et celle d'adulte aussi. Et ce qui est trop intéressant, enfin merci d'avoir partagé ça, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fois, tu parles de sociologie, tu parles de politique, mais il y a de la communication, il y a de l'humain, il y a du sens, mais en ayant, tu sais, que un pied ou un orteil dans chaque, et comme si toi, tu te plaçais au centre. En fait, quand je dis te placer au centre, c'est pas ton ego, c'est ton humain, c'est ton cœur, tu vois, à mon sens. Et comme si, tu vois, pour avoir un meilleur impact, il fallait pas que tu sois complètement dans le milieu pour apporter peut-être aussi une perspective différente ou un regard un peu différent, tu sais, pour venir un peu challenger, on va dire, les idées ou les questionner. Et d'ailleurs, challenger et questionner, ça n'a rien de... C'est pas pour détruire, c'est pas... Hier, je parlais de ça sur le côté débat, ça nous énerve, les débats. On est plus dans l'échange. Et finalement, poser une question avec curiosité, t'obtiens des réponses incroyables, mais quand t'es noyé dans ton écosystème, dans ton environnement, tu vois même plus en fait la valeur de ces questions-là. J'ai l'impression que c'est comme si tu t'étais extrait de pas mal de choses, tout en gardant un pied, un orteil, une main, une tête. Je sais pas si je l'ai fait consciemment, mais c'est marrant que tu me dis ça parce que je parlais hier avec une sociologue et je lui disais, en gros, est-ce que ça vous fout les nerfs ce que je fais, etc. Elle m'a dit non parce que nous, tu sais, parfois, ça reste grave ce qu'on fait cloisonné dans le milieu de la fac, dans le milieu des thèses et tout. On a besoin des gens qui fassent poussiéreux. Le lien. Alors non, ça c'est un cliché à déconstruire, c'est que ça devient poussiéreux, parce qu'en fait, c'est pas diffusé, ça n'atteint pas le grand donc public. Ça reste mais en soi, dans les sujets, il y a des sujets qui sont très actuels. Il y a beaucoup de jeunes qui font des trucs qui vont avec notre époque et tout dans les sujets de sociologie et de thèse, et c'est fascinant. Mais oui, par contre, je pense que ce qui m'aide, pour reprendre ce que tu disais, c'est que
c'est pas une volonté, tu vois, de rester extérieur à ça. Hein. Je suis pas en mode placement de me dire ça me permet ça, parce qu'un jour j'ambitionne, tu vois, d'y aller et de faire ma thèse aussi. Et peut-être que là, ce sera à mon tour de devenir poussiéreux, mais on te le dira. Mais ouais, de ouf. Mais par contre, je pense que c'est la continuité de ce que je te disais avant. C'est mon placement naturel de qui je suis, ma construction de qui je suis dans la vie fait que je me retrouve là. Parce que dans ce que je fais aussi avec Anecdate et même ensuite quand ça m'arrive, parce que je monte encore sur scène chaque semaine sur le plan artistique et sans faire le mec, c'est un truc qu'on me renvoie, que j'ai mis longtemps à assumer de le dire. Mais oui, je pense que j'ai souvent ce truc de trait d'union entre plusieurs choses, tu vois. De par ce que je suis, de par... mais très humblement, hein, pas en disant je suis le trait d'union qu'il faut, tu vois, je reste à ma place. Mais je dis que je pense qu'on a tous des rôles. Il y a des gens, ils ont des rôles c'est des cracks, tu vois, dans la sociologie, ils vont faire des thèses incroyables. Il y en a d'autres, c'est des cracks en bas de chez eux, ils font des choses incroyables aussi. Et ben je me suis rendu compte de petit à petit que j'avais peut-être la capacité à faire passer un message de là à là, tu vois, d'un truc de sociologie de gauche à une meuf qui a grandi dans le 16e jusqu'à une meuf dans le 16e et ensuite un gars avec qui j'ai grandi ou une meuf avec qui j'ai grandi, etc. Et parce que je m'arrête là parce qu'après j'aime pas parler, j'ai du mal à parler, et parce qu'on arrive sur le truc où ça sonne comme si tu te jettes des compliments, tu vois, et c'est pas quelque chose que j'aime faire. Non, je t'assure, j'ai l'impression qu'il manque juste une fin. Il y a quelque chose que t'allais dire et je pense qu'il y a un truc clé dedans. Non, parce qu'il y a des gens qui... Ouais, mais ça me gêne vraiment profondément pour le dire. C'est pas pour faire le faux modeste, mais en gros, cette dernière année, tu vois, on m'a beaucoup répété extérieurement, les gens t'écoutent. Donc parle, tu vois. Et je pense que ouais, il y a des gens qui ont le truc pour être, il y a des gens qui ont le truc pour être lus, il y a des gens qui ont des trucs pour écouter, il y a des gens qui sont faits que pour parler, peut-être, même si je pense pas que ce soit très positif, mais et il y a des gens qui ont un peu, je sais pas, j'ai cette capacité à écouter et ensuite à parler et voilà. En fait, ce qui est beau, c'est que t'as la capacité de parler, de faire parler et d'être entendu. Tu vois. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire ça, ouais. Mais moi, c'est ça que je ressens parce que c'est pas facile de faire des traits d'union entre tout ça. Et ça me fait un miroir total parce que moi, j'ai eu la sensation dans ma vie d'avoir été un caméléon. Et je pense que c'est aussi par rapport à mon histoire personnelle, d'avoir beaucoup déménagé, d'avoir fait en sorte de m'adapter très, très vite pour des raisons discutables, hein, clairement, être intégré dans un groupe et être aimé, hein, tu vois, si je dois le raccourcir. Mais ça m'a développé énormément de capacités et de facilité à comprendre mon prochain, même si on sera pas forcément amis, mais de le comprendre, tu vois, de pouvoir l'entendre et de lui laisser une place pour m'expliquer aussi sa différence. Et tout ça, ça crée des liens. Et je pense que quand on crée des liens entre humains, on crée du lien en soi, en fait. Et c'est comme si, tu vois, tu pouvais être composé de plein de petites parties, et puis tu tisses les liens et ça les resserre, et ton énergie, elle se concentre, et ta lumière, elle se concentre, et on te voit davantage, et on t'entend davantage. C'est un tu général, mais je te le dis à toi aussi. et du coup, tes mots, en fait, ils ont une portée que tu pouvais peut-être même d'ailleurs pas imaginer, parce que si on repart à l'enfance, quelqu'un qui aujourd'hui est entendu comme ça, est-ce que quand il était petit, il avait une voix et est-ce qu'il était entendu ? Il y a deux choses. D'abord, je vais rebondir sur un truc que tu as dit que je trouve grave intéressant. C'est tu as dit que en créant des liens et tout, ça te permet de te connecter à des gens, etc. Et moi, je pense, pour boucler tout ce pan-là de la conversation, et je pense aussi que ça s'entend vite à qui je parle pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pas forcément négatif, mais c'est-à-dire que plus t'écoutes et plus tu sais. En fait, parce que paradoxalement, genre, je fais jamais des trucs, j'écoute jamais pour répéter pour les gens en se disant les gens, ils vont, tu vois, s'accrocher à ça ou quoi. C'est genre vraiment, c'est un prolongement de moi ce que je suis et moi ce que je pense. Mais ce qui fait que ça accroche, je pense, et qu'il y a des gens qui rejoignent ça et qui écoutent, c'est que
moi, tant que je suis prêt à entendre tout le monde et que je l'ai toujours fait depuis... Mais ça me permet aussi de savoir qui c'est que je veux pas entendre. Il y a des discours, je m'en bats les couilles. Il y a des discours, je parle pas avec. Je sais ce que c'est. Il y a rien à creuser, tu vois. Et il y a des personnes avec qui je prends pas le temps de parler. Et c'est ça, en fait. C'est que parce que parfois, on veut en gros, et notamment dans ce que je suis, de où je prône et peut-être certaines de mes idées politiques, il y a des gens qui veulent te mettre l'étiquette de mais il faut constamment parler à tout le monde, constamment tout comprendre. Non, moi je romps avec ça. Genre je comprends pas tout. Il y a des trucs que je veux pas comprendre. Je les envoie là-bas et voilà. Ça me tenait à cœur de faire cette précision là parce que oui, c'est vrai qu'on apprend de tout le monde, comme tu as dit. Mais ce que tu apprends de tout le monde n'est pas nécessairement forcément bon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je comprends. Ouais. Et après, pour l'enfance, c'est marrant parce que moi, j'étais un timide maladif quand j'étais petit. Ok. Et ma mère, elle a fait un truc qui a changé ma vie, c'est qu'elle m'a inscrit au théâtre. Waouh. Et je la remercierai jamais assez pour ça. T'avais quel âge quand t'as commencé le théâtre? J'ai commencé jeune. J'en ai fait longtemps, mais longtemps jeune. Ça veut dire que j'ai arrêté jeune aussi, tu vois. Genre, j'ai dû en faire 8 ans, un truc du genre. Ah ouais. Peut-être un peu moins, peut-être 6 ans. Mais du coup, c'était dès le début de la primaire. Waouh. En CP. C'était super jeune. Ouais, jusqu'en début du collège, 5e, j'ai dû arrêter par là, tu vois. Et ouais, c'est ça, 6 ans, ça fait. Et mais ouais, ça a tout changé, mais ça a tout changé par étapes. D'abord, ça a fait que... C'est marrant parce que j'ai eu l'impression de pouvoir trouver et exprimer une facette de moi plus que ça a débloqué quelque chose. Parce que c'est comme si j'avais capté, je veux dire, ben c'est le moyen de montrer que non, je suis pas timide. Et foncièrement, je suis pas quelqu'un de timide, pardon. Je suis quelqu'un d'introverti, mais je suis pas timide. Et théâtre, ça m'a permis ça. Ça m'a permis tu vois, de débloquer ce truc-là. Donc ça a débloqué en étapes. Ça a débloqué d'abord chez moi, où j'ai beaucoup plus ce rapport à ma première scène. Je pense que c'était chez moi. Tu sais, c'était au repas de famille, devant les oncles et les tantes. Il fallait faire des blagues, les trucs comme ça et tout. Et je le faisais naturellement. Et ensuite, en fait, comme ça s'est inscrit dans le truc naturel chez moi, ça a fait que je me suis jamais posé de questions quand j'ai commencé à écrire tard, moi, à la fac. D'accord. Mais dès que j'ai commencé à écrire, je me suis jamais posé de questions sur le fait de est-ce que je vais le publier ou pas. Pour moi, je faisais un truc, j'avais conscience que je le faisais aussi par ego pour que ce soit lu, donc je l'ai direct montré et tout. Et du coup, je sais plus ce que c'était ta question de base, si j'ai répondu, mais... Ouais, non, si, c'était juste, est-ce que tu faisais porter ta voix quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu étais entendu? Ah bah alors, par contre, et ça j'ai toujours pas identifié d'où ça... Enfin si, je mens. Justement, mens. Regarde la transparence qui arrive là. Non, je mens. Ouais, non, je mens parce que je mens, je me suis trompé. Mais cette dernière année, en vrai, j'ai identifié encore plus. En gros, j'allais te dire que moi, dès la 4e, ma première manif, j'y suis allé... Je devais être en 5e ou 4e, 5e, je pense, parce que j'allais encore chez l'orthophoniste. Et je me souviens parce que je sortais de l'orthophoniste, je courais et c'était une manif pro-palestinienne. Ouais, okay. Et donc, du coup, j'ai eu vite ce truc-là. Mais c'était pas en mode je le porte et puis tu sais, il y avait pas les réseaux sociaux où tu t'exprimais et tout. Ouais. Et je revenais pas. Moi, ma seule manière, c'était que juste quand j'arrive au collège, j'avais un kéfier, tu vois, qui était signe de truc et tout. Ouais. Et mais j'étais pas encore dans la revendication de le dire aux gens. Ouais. J'ai toujours eu ce truc de par contre, si tu dis une dinguerie, je vais le dire. Mais comme j'étais introverti, j'avais pas encore ce truc d'occuper l'espace, tu vois. Il fallait que ça vienne vraiment toucher, je pense, la valeur là pour que ça sorte. Ouais, ça sortait pas forcément bien d'ailleurs. C'était ça, mais c'était même parfois des profs, tu vois. Si des profs disaient un truc qui me semblait oublier certaines choses, je pouvais pas, tu vois. Et puis moi, j'ai beaucoup de respect pour l'école et ensuite la fac et tout. Mais pareil, j'ai du respect en voyant les manquements et j'avais pas. Pour moi, l'école, c'était un lieu de challenge pour moi, tu vois. Il fallait challenger les profs, il fallait te challenger toi et tout. Là, je te dis ça avec du recul, évidemment, mais c'était assez naturel. Et du coup, j'allais dire que pendant longtemps, j'ai souvent dit, quand on me demandait, mais d'où ça vient et tout, je disais, je sais pas, tu vois, d'où ce côté, est-ce que c'était toute l'iconographie du Che Guevara quand j'étais, je sais pas de quelle année t'es, mais moi je suis 93.
Je suis plus âgée. Mais il y avait cette iconographie là qui était pas mal vendue, tu vois, Che Guevara et tout. Donc souvent je me disais en rigolant, ouais, est-ce que c'est ça et tout, et en vrai non. C'est que moi j'ai 2 parents prolétaires, mais mon daron, j'ai un daron qui est j'ai fait une vanne il y a pas longtemps sur scène où je disais, je crois que mon daron a aimé la CGT avant de m'aimer et qu'il m'a appris à aimer la CGT avant que je l'aime, tu vois. Ok. Oh, purée. Donc moi, je viens d'un contexte où en fait, il y avait pas forcément besoin il m'a jamais pris entre 4 murs et me dire, ouais, les valeurs de gauche, c'est ci, c'est ça, etc. ou quoi, mais c'était tellement présent, tu vois, par lui. Dans ses actions, dans tout ça, mais ouais. Et en fait, et pour te dire à quel point c'est naturel, c'est-à-dire que c'est là, je t'ai dit aujourd'hui, sur les dernières années, et depuis que je suis rentré à la fac, où forcément t'embrasses encore plus quitté, où je capte comment ce truc il s'est diffusé via lui, et au final du coup ouais, je pense que ça me vient de là, tu vois, ce truc là de ça m'a forcément connecté. Si tu combines ça plus l'environnement où j'ai grandi, j'étais le seul bab, tous mes groupes de potes les plus proches, tu vois. Évidemment, il y a d'autres blancs dans mon environnement, mais je veux dire, les gens avec qui j'étais lié comme ça, et ben forcément, tu les comprends pas encore parce que t'es jeune. Je lisais pas de la sociologie au collège, tu vois, ça, j'ai commencé grave tard. mais ça je pense que ça te forge, tu vois. Ouais. Et puis ça forge ton engagement. Enfin, je comprends aussi pourquoi cet engagement, il est important parce que c'est comme viscéral, enfin, tu vois. Ouais, c'est truc. Et puis moi, il y a le rap aussi. Il y a un album en vrai qui est très important. C'est l'album Conviction suicidaire de Desporuti. D'accord. Pareil, je m'en suis rendu compte là avec du recul quand tu repenches un œil. Mais sur ton adolescence et que tu la re-regardes. Et le premier truc qui m'a popé dans la tête, je me suis dit, ah ouais, et cet album en vrai, il parlait de vrais trucs, tu vois. Et donc, au minimum, ça m'a mis des questions auxquelles j'ai voulu répondre ensuite. Et les questions, c'est challengeant, ça te pousse à évoluer et tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette voie-là, tu vois, depuis jeune. Ouais, mais c'est trop intéressant parce qu'en fait, quand on a toutes ces questions-là, on se rend compte quand même que dans notre environnement très proche, il y a assez peu de personnes qui sont capables d'y répondre. Moi, je pense que j'étais une enfant dérangeante par mes questions, tu vois. Et parce qu'en plus, je trouvais pas ça logique. Mais c'est surtout, je comprenais pas quand on fermait la discussion, alors que j'entendais à l'intérieur de moi autre chose, tu sais, une réponse non dite, etc. Et c'est difficile parce que tu peux passer pour soit la relou, soit comment on m'appelait la mouche du coche. Mon père aimait trop m'appeler comme ça. C'est valorisant quand même. Mais en gros, je revenais sur le truc, mais je revenais pas pour les saouler. Je revenais parce que là, ce que tu dis, ce n'est pas ce que je ressens. C'est désaxé. Et depuis que depuis que je suis gamine, c'est ça, c'est entendre. C'est vraiment en entendant, en fait, j'entends si c'est aligné ou si c'est pas aligné. Et quand c'est pas aligné, c'est affreux pour moi de pas creuser, de pas chercher à comprendre, etc., tu vois. Et je pense que ça, je l'ai hérité de manière complètement inconsciente. Et puis après, c'est mon chemin de vie. Donc je pense que toi, c'est aussi un mix de où t'es né, comment t'as été éduqué, ce que t'as vu autour de toi, ce que tu as vu et reproduit d'une certaine manière, en tout cas de manière inconsciente, mais en y adaptant, toi, toute ton identité, ton sens de la vie et ta mission, quoi. Je pense que je crois fondamentalement au fait que, pour citer un autre rappeur, Mac Taylor, qu'on est les produits de notre environnement, tu vois. C'est clair. Avec nos défauts comme nos qualités. Et qu'ensuite, en fait, ce qui est... Mais je pense que souvent, on relie trop ça. Quand on a cette parole, on a peut-être la tendance à dire je suis un produit de mon environnement et on croit qu'une fois qu'on arrive à adulte, on est un produit fini, chose auquel je ne crois absolument pas. Je pense que ce qu'il y a de fascinant avec l'humanité, avec l'amour, c'est que on se façonne à mesure qu'on façonne les gens et que les gens nous façonnent et que du coup, le challenge, c'est que ton environnement, quand tu grandis, il évolue. Et c'est de voir comment t'adaptes encore le produit de cet environnement-là que t'es, tu vois. Ouais. Et pour boucler la boucle, typiquement, Anecday, des projets comme ça, c'est la résultante du produit que je suis devenu de mon environnement et dont l'environnement d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, ça c'est trop intéressant que tu parles de ça, de l'environnement, de l'entourage, etc. Toi, dans ton évolution personnelle et dans ton cheminement, est-ce que ton entourage a changé ou
pas du tout? Est-ce que tu as un socle qui est resté le même? Et après, fais plein d'autres rencontres pour t'expandre, en fait, tu vois, en mesure que toi, tu t'élevais, ou est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as dû faire des choix? Enfin... Alors, ma première réponse, je pense, c'est mon environnement. Mon entourage n'a pas changé, mais on a changé dans mon entourage. D'accord. Et je pense que c'est ce qui est le plus important, en fait. Je pense que si j'avais pas des gens qui sont capables de changer dans mon entourage, là, j'en aurais laissé de côté. On a laissé des gens de côté, comme tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je suis pas trop. Ça m'intéresse de fou de parler avec les gens, ça m'intéresse de fou d'écouter les gens. Mais je suis pas forcément intéressé de me lier aux gens. Ouais. Ça, c'est un truc. Et parfois, ça peut surprendre ou être abrupt pour certains parce qu'ils pensent que comme je fais un podcast, je raconte tout le temps et je parle de liens humains. Ouais, certes, mais moi, j'ai mes limites. Et du coup, j'ai toujours été dans ce truc de les miens et j'ai la chance d'avoir des gens, mes gens sont extraordinaires autour de moi. Mais par contre, je suis quelqu'un que je crois au destin. Donc, si t'arrives comme un boom, je prends le boom et tu fais partie de ma vie, tu vois. Cette année, je la cite parce qu'en plus, elle fait du contenu. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Elle s'appelle Makia Mina sur les réseaux. Elle fait du contenu de musique. Je la considère comme ma Russ. Elle est arrivée cette année et je lui donne la même chose que je donne à des gens que je connais depuis 15-20 ans, quoi. Donc, il y a des gens comme ça. Et ouais, donc je te dis, il a évolué. S'il y a quand même une grosse évolution, mais je le considère plus comme évolution parce que maintenant ça fait quasi 10 piges. Mais à partir du moment de mon entrée à la fac, j'ai mes Russes qui ont fait partie de moi. Dans le sens où avant, j'étais très cloisonné dans ce truc j'étais avec mes potes, tu vois. Ouais. Des potes gars. Et j'ai fait des études dans mon amphi. Il y avait 188 filles, on était 12 garçons. Ouais. Donc forcément tu te lis d'amitié. En fait ça m'a challengé de me questionner sur mon rapport aux femmes et là du coup j'ai énormément de femmes dans mon entourage et elles sont hyper importantes pour moi et ça fait partie centrale de mon évolution en tant que Emric. Ouais, ça j'en suis sûre. C'est comme si tu avais reconnecté à cette ou alors développé cette partie-là de toi, en tout cas cette partie beaucoup plus douce ou cette partie féminine mais qui est déjà le berceau de ta créativité. Fort. Mais je pense qu'on a tous, tu vois, tous les hommes ont leur partie féminine, mais ouais, là on part dans des trucs politiques, mais tel qu'on nous construit les hommes, on nous apprend pas à l'écouter et tout. Et je le dis toujours, ce qui a fait la grande différence, c'est que certes j'ai croisé des femmes à la fac, mais je les ai écoutées. Et on doit pas me donner une médaille pour ça, hein, c'est normal, on devrait tous le faire. Mais ça fait. Je parle aux hommes, je m'adresse à mes semblables, aux hommes qui se considèrent comme hommes cis et tout. Ça fait grave la différence. Parce que tu perçois d'autres choses, en fait. Et forcément, ça va impacter ta manière d'agir avec les autres. C'est à ce sens-là que je disais en début de discussion, le privé est politique. Ouais, mais totalement. Et tu parlais précédemment, enfin, il y a pas mal de temps de ça dans notre discussion, mais tu parlais du patriarcat. Et tu parlais que les femmes subissaient le patriarcat. Et tu vois, moi, j'ai cette approche de me dire qu'en fait, on subit tous le patriarcat. Et que les hommes aussi, vous subissez le patriarcat. Pour moi, les hommes ne subissent pas le patriarcat, ils subissent leur masculinité toxique. C'est deux choses différentes. Parce que le patriarcat, en fait, pour moi, c'est un système politique qui est fait que pour avantager les hommes. Donc si demain j'ai un gars à moi qui me dit, viens me voir et il me dit ouais je subis aussi le patriarcat, je vais dire ta gueule, tu gagnes plus d'argent qu'une femme, t'es plus facilement, tu vois. Okay, je vois dans quel sens tu veux le dire. Quand tu rentres la nuit, c'est plus simple pour toi. Le patriarcat en termes de système politique, il t'apporte que des avantages. Que on ait une discussion sur la masculinité et ce qu'elle représente et que tu la subisses aussi, là oui, effectivement, c'est ce que je dis dans Neck Day tout le temps et j'invite même les hommes à se pencher dessus parce que c'est du coup, parce qu'en se penchant pas dessus, tu te rends pas compte de plein de choses que tu subis, tu vois. Bien sûr. Donc ça, ouais. Mais le patriarcat en tant que tel, je pense qu'il y a que les femmes qui le subissent. C'est après. Mais c'est super intéressant parce que moi vraiment il y a pas de. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est ta vérité, ma vérité. Moi, c'est vrai que dans ma vérité, j'ai l'impression que tout le monde le subit, tu vois, et qu'on en parle beaucoup plus pour les femmes. Et pourtant, comment un homme le subit selon toi ? Parce que pour moi, le patriarcat, il a été conçu par des hommes, mais dans le sens du faire. Donc oui, on reprend la masculinité toxique. Mais je vois pas comment...
est-ce que, alors qu'on est tous humains et qu'on a chacun une partie masculine et une partie féminine, je vois pas comment est-ce que, en tant qu'être humain, homme comme femme, on subirait moins, alors que le patriarcat pour moi est vraiment basé sur du faire, sur du yang, sur un masculin, mais au détriment de tout l'équilibre, tu vois, c'est dans ce sens-là. Mais je pense que je prends pas le même prisme que toi. Bah alors pour moi, alors déjà en préambule de ce que je vais dire, je pense que ces questions-là, souvent, challenge l'ego des gens. Je fais une intro à ça parce que moi, quand je parle de ces choses-là, on va souvent me dire mais t'as ton avis, j'ai le mien, il est différent et tout. Je vais citer quelqu'un Pierre Bourdieu, il a dit tous les avis se valent pas. Quand je dis ça, c'est que demain, on me dit qu'il y a un astéroïde qui se pointe, qui est tout droit vers la Terre, ok? Moi, je vais pas commencer à m'amuser à... Peut-être que j'ai un avis, tu vois. J'ai un avis de oui, il est là parce que c'est le destin. J'ai un avis de oui parce que c'est les énergies. J'ai un avis de ça va se terminer comme ça. Maintenant, je peux supputer autant que je veux. Il y a des gens qui ont fait 10 piges d'études. Leur avis valent plus que le mien sur ce sujet-là. Parce que on est dans une société où quand tu veux un avis sur la médecine, tu vas avoir un médecin. Quand tu veux un avis sur la banque, tu vas avoir un banquier. Quand tu veux un avis, tu vois, on est dans une société de droit qui reconnaît des trucs et tout. Et en fait, le problème, je pense que c'est qu'en termes de tout ce qui est enjeux politiques liés au patriarcat, liés au féminisme, etc., il y a des gens qui pensent encore qu'on peut avoir des avis qui divergent. Il n'y a pas d'avis qui divergent. Il y a les choses justes et vraies et les choses qui sont fausses, tu vois. Et donc, du coup, dans la sociologie, moi, j'estime que quand je parle de ces choses-là, c'est des choses que j'ai étudiées dans mes études et ensuite, et j'ai lu les trucs. Et pour moi, il y a des comment dire, et c'est normal, parce qu'en fait, on nous en parle tellement peu, les médias font pas leur travail sur ça, l'école, je t'en parle pas, etc., que du coup, il y a des zones d'incompréhension. C'est la même chose sur le racisme, sur ce qu'est le racisme, c'est la même chose sur ce qu'est la lutte prolétaire, etc. Et du coup, on confond parfois des choses et il y a des approximations, c'est le mot que je cherchais. Et en gros, tout ce que tu parles en termes d'énergie, etc., pour moi, ça c'est valable, et on peut en discuter, je le répète, mais c'est sur le rapport à la masculinité. Parce que le ressenti, c'est sur la masculinité. Le patriarcat, c'est un système politique, tu vois. Et le patriarcat, en tant que système politique, c'est comme si on fait une course et qu'on vient avec des faits factuels et que moi, au départ de la course, je dis faites un pas en avant tous ceux qui ont jamais eu le droit, peur de rentrer le soir en se faisant agresser sexuellement ou qui regardaient leur manière d'être habillés. Les hommes cis vont faire un pas en avant, tu vois. Factuellement, ils ont un pas d'avance grâce au patriarcat. Après, je vais leur redire faites un pas en avant ceux qui ont jamais, au cours d'un entretien ou au cours d'une carrière de travail, subi une remarque sexiste à la machine à café. Un pas en avant. Il y a 2-3 qui vont se battre à se dire oui, moi il y a une femme qui m'a déjà touché la cuisse, mais ta gueule, c'est pas représentatif, tu vois, de la société. La plupart c'est les mecs. Et donc factuellement et en tant que système politique, les hommes vont faire des pas en avant grâce au patriarcat. Donc de ce fait-là, tu le subis pas. C'est pas vrai en fait. Et souvent, et je finis sur ça, c'est qu'il y a là il y a tout un truc, un hashtag depuis des mois où des hommes se cachent derrière et donc à chaque fois que j'attraperai un homme se cacher derrière cet hashtag, je l'attraperai par le col aussi, de not all men, tu vois. Okay. Et il y a des gens qui se revendiquent même de gauche, tu vois, qui disent ça. Mais en fait, c'est si ton ego, qu'est-ce que ta petite personne vient foutre au milieu d'un débat sur ce que représente la politique? C'est comme si on te disait on devait résoudre une situation économique d'une région et qu'on dit cette année on va baisser les impôts ici et que tu commences à ramener ta gueule en disant mais moi j'ai pas besoin qu'on me baisse mes impôts, moi j'ai gagné suffisamment de ma vie, mais on parle pas de toi, tu vois. C'est les petites affaires personnelles n'ont rien à faire dans ces débats-là. Et donc du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que on trouvera toujours tu trouveras toujours un cas exceptionnel en France d'un mec qui va te dire moi j'ai subi le patriarcat parce qu'en vrai un jour j'ai voulu postuler à une start-up et c'était que des meufs et du coup on m'a recalé parce que je suis un mec, donc tu vois je subis le patriarcat. Non, parce que la chose que t'as dite subie, c'est une réponse qui a dû être mis en place professionnellement par des femmes, une réponse au patriarcat qu'ils subissent toute l'année. Donc le patriarcat, un homme ne le subit pas, tu vois.
Donc le souci, je pense, c'est que le terme patriarcat, enfin honnêtement, pour accompagner les gens dans les relations et beaucoup de femmes, j'en peux plus de ce terme. Je pense aussi que c'est peut-être pour ça, je sais pas. Mais il est peut-être aussi galvanisé et utilisé pas au bon moment ou pas dans les bonnes définitions. Et tu parlais d'approximation. Très certainement, moi, la sphère politique n'est pas ma sphère, par exemple, tu vois. Donc moi, je vais pas du tout rentrer dans un débat d'idées, parce que honnêtement, en plus, toi, t'en es pas. Enfin, ça t'intéresse vraiment. C'est comme une passion. Il y a des trucs ça vient toucher des valeurs. Alors que moi, oui, c'est peut-être plus en effet l'équilibre masculin-féminin, mais qui pour moi découle du patriarcat. Mais oui, en fait, la remarque que tu viens de faire là, je la retrouve parce qu'on me l'a dit aussi sur des gens sur Anecdate ou quoi, j'ai fait un micro-trottoir il y a pas longtemps sur le patriarcat. Il y a un jeune homme qui m'a répondu, qui m'a dit, moi, je pense que souvent maintenant, on confond les choses. Et en fait, effectivement, c'est tellement devenu. J'ai même fait une vidéo pour la Journée internationale des droits de la femme où il y a une femme qui me dit que selon elle, on cache trop des trucs derrière le tapis du patriarcat, tu vois. Et je comprends ce qu'elle dit. C'est qu'en fait, tu sais, t'as des mots qui deviennent des porte-étendards au bout d'un moment. Ouais, bien parce sûr. Ils commencent à être à la mode. Mais comme la bienveillance, Emric. Le mot bienveillance, il y a eu un moment, toutes les entreprises, moi je bossais quand même avec les plus grands patrons, toutes les entreprises sortaient le mot bienveillance. Tu vois, et c'est comme ça qu'en découlent des trucs comme aujourd'hui, le greenwashing, des trucs comme ça. Tu vois, c'est ça. Et donc, du coup, moi aussi, en vrai de vrai, de plus en plus, j'essaye d'éviter ce mot-là. Mais je l'évite, non pas parce que je ne le comprends pas ou parce que je le trouve faux, mais parce que je sais la réaction qu'il peut déclencher sur les gens et qu'ils en peuvent plus et tout. Mais si j'ai le temps de discuter un chat est un chat si j'ai le temps de discuter avec eux, je vais leur dire, ben non, je vais te dire réellement ce que c'est. C'est comme où là, en ce moment, le mot, c'est à la mode, c'est HPI. Ouais, c'est vrai. Tout le monde utilise est HPI, là. à travers, tu vois. Mais pour autant, pour le fait, il y a vraiment des gens qui sont HPI. Bien sûr. Donc le truc, c'est de voir, est-ce que j'ai le temps de parler avec la personne et de lui expliquer ce qu'est réellement le truc. Là, c'est le cas, donc je l'ai fait. Maintenant, au global, si je devais résumer ça et sans employer le mot patriarcat, je dirais juste, il y a des sphères et des systèmes politiques qui agissent sur nous, qui selon qui t'es, n'agit pas sur toi. Moi, le racisme, je le subirai jamais parce que le racisme anti-blanc, c'est un bullshit, ça n'existe pas du point de vue politique de la même manière que le patriarcat. Je ne subirai jamais le patriarcat parce que je suis un homme, il ne fait que me servir dans ma vie de tous les jours. Par contre, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'homme, tu n'as pas des injonctions qui viennent à toi. Ces injonctions-là, je considère qu'elles ne sont pas liées au patriarcat, mais qu'elles sont liées à comment on nous construit dans notre masculinité depuis petit en tant qu'homme. Et donc là, moi, c'est ça que je viens faire, en fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse, en effet. Merci. Vraiment, merci. Ça, pour moi, c'est la masculinité. Et là, en effet, il y a plus un truc de parler en termes d'énergie. Parce que, effectivement, ça devient les comportements qu'on te dit deviennent des énergies et une manière de te comporter que t'as d'occuper la pièce constamment, tout ça. Et ça, c'est la masculinité pour moi. Mais c'est, qui est lié au patriarcat, si on doit le nommer. Mais et en fait, je pense que tu le veuilles ou non, que le mot il t'énerve ou non, en parlant avec les gens de la masculinité, tu participes au fait de vaincre quelque part le patriarcat, parce que la masculinité entretient quotidiennement le patriarcat, tu vois. C'est ça, je pense que c'est dans ce sens-là. Donc oui, moi je suis pour qu'on aille directement dans le profond et traiter la masculinité. Et il y a des gens qui le font au niveau de l'énergie, il y en a des gens qui le font politiquement, et tout doit marcher ensemble. Dans le même sens, en fait. Exactement. Ouais. Mais il faut pas opposer d'ailleurs, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est, tu vois, c'est de pas s'opposer dans nos combats ou de pas se dire ce combat-là a plus de valeur, parce qu'on en revient toujours à la valeur intérieure de la personne et sa façon de le faire. Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'engagé, mais ce que tu as fait depuis que t'es en 5e, 4e faire des manifs, c'est pas, tu vois, c'est pas ma nature. Et pour autant, je sais qu'on a chacun notre mission de vie et qu'on contribue tous de manière collective, quoi, tu vois, aller dans le même sens. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on veut. Il faut des architectes, il faut des ouvriers, tu vois. Ouais. C'est toujours pareil. Ouais, maintenant, et oui, et je vais rajouter cette phrase parce que ça fait partie de moi et c'est important selon moi. Rien n'empêche que quand tu vois qu'il y a des architectes ou ouvriers, on peut avoir une discussion et se rendre compte que les architectes sont plus privilégiés sur certaines choses, les ouvriers sont plus lésés sur d'autres, tu vois. Et ensuite, il y a des trucs qui relient les architectes et les ouvriers ensemble et qu'ils doivent tous déconstruire ensemble.
C'est que ça. Mais oui, chacun son rôle et le but, ça n'avancerait pas si on avait tous des rôles copier-coller. C'est clair. Et par rapport à la masculinité, toi, ça a été quoi? Alors, que ce soit toi à titre personnel ou si tu veux prendre un exemple d'un de tes invités, ça a été quoi le plus gros plafond de verre d'être élevé justement, et quand je dis élevé, je parle pas que de tes parents, je parle de la société, de l'éducation, etc. Nationale, d'être élevé avec ce prisme de je suis un homme, je dois être un homme fort, je dois masquer mes émotions, etc. Parce que ce soit dit ou pas dit, c'est inconscient et c'est comme ça qu'on est un peu élevé. On est aussi élevé comme ça en tant que femme. Ça a été quoi, toi, ton plus grand plafond de verre au niveau relationnel, de vivre ou de subir ça, et à quel moment peut-être tu t'es rendu compte que mais c'est pas qui je suis là, je suis limite, soit je suis en train de perdre la personne que j'aime, ou bien je suis en train de perdre même une relation amicale parce que je me comporte de cette manière-là, mais c'est pas moi qui je suis. Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a un exemple où ça t'a frappé de te dire mais je fais ça, mais je ne suis pas ça? Ouais, je sais pas si c'est... En fait, il y a eu un moment où... comment dire? Il y a eu... Ça a été progressif, comme je t'ai dit. Il y a ce fort moment où je rentre à la fac, je rencontre des femmes, j'écoute des femmes et je me rends compte qu'il y a une dissonance totale. Et là, je fais le choix de m'y intéresser de fou, tu vois, à écouter et à lire des trucs. Et après, il y a une anecdote que j'ai déjà citée où en gros, pour moi, le déclic, ça a vraiment été parce que c'est simple et pour moi, en tout cas, c'est simple et c'est facile d'en parler de manière publique de toutes ces choses-là. Et les plus durs sur ces sujets-là, c'est quand t'atteins dans le privé à en parler avec tes potes, tu vois. Et la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que t'as laissé des gens et tout. Et je t'ai dit, s'il y avait des gens qui n'étaient pas prêts à évoluer, je les ai laissés. Et en fait, le déclic, ça a été quand quelqu'un de mon entourage, pour qui j'ai beaucoup d'amour un jour, avait un comportement, et je l'avais déjà laissé passer, tu vois, où juste j'étais gêné et je fuyais ce truc-là. Et je suis parti, moi j'ai quitté pendant un moment ma ville et je suis revenu un jour et il a eu ce même comportement pendant un truc où on s'amusait. Et là, je me suis dit, waouh, ça passe. Et là, je pouvais pas le laisser passer et je lui ai dit, par contre, t'as vu, frérot, ça, tu sais, là, elle t'a entendu, donc tu peux pas dire ça, etc. Et ça a été ce truc-là. Je me suis dit, ah ok, ça a marqué le truc de dire, c'est bien beau de faire du contenu et tout, mais si tu t'attaques pas dans ta sphère privée et tu prends pas le truc comme ça. Et du coup, forcément, ça m'a impacté en moi, dans mon rapport à la masculinité, au sens où je me suis jamais réellement posé de questions, tu vois, en mode est-ce que je suis assez viril, est-ce que ça... Franchement, ça, je touche du bois, j'ai pas été... Parce que je pense que j'avais peut-être eu un truc empathique et sensible très tôt, aussi mon environnement, tu vois, avec... chez moi, dans mon foyer, j'ai pas eu à voir ça. Et aussi, il y a eu une réalité de fou. C'était que moi, depuis petit, je suis le petit skinny babtou de mon équipe. et ça, que tu le veuilles ou non... moi j'ai vite compris que si je devais caler mon existence vis-à-vis de à quoi je ressemblais physiquement, c'était quoi du coup le message envoyé, c'était que j'allais prendre des tartes toute ma vie et j'allais pas l'ouvrir. Donc en fait naturellement j'ai dû recalibrer sur ça et me dire je vais quand même tu vois, je vais quand même parler. Ouais, on marche ensemble et du coup et je vais essayer. Il y a rien, il y a personne qui va m'empêcher d'ouvrir ma gueule, tu vois. Que à la fin on se froisse et que tu me froisses et même si tu m'écrases la gueule ou quoi, ça, une fois que je serai rétabli, je te redirai la même chose, tu vois. Donc en fait, je pense que ça c'est une réalité qui, je pense que j'ai été heurté très tôt aux injonctions de cette masculinité-là et ce qu'elle te demandait, mais j'ai vite fait le bilan de ce que j'avais pas, et de jouer avec ce truc-là, tu vois, et de dire ça n'aura pas d'impact sur ma vie. Et ça n'aura pas d'impact sur ma vie, ouais. Et attention, parce que là c'est bien beau d'en parler sur les côtés positifs aussi, mais ça a été négatif, hein. Mes défauts découlent de ça aussi. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais quand même un homme dans sa masculinité lambda, et où du coup tiens, par exemple, je vais prendre un cas précis. Moi, j'ai fréquenté des personnes qui étaient en couple. Quand j'étais plus jeune, à l'entrée de la fac, et il y avait ce rapport très masculin où je me disais lui, pendant qu'il
il se tue à être un homme masculin typique, tu vois, cliché. Il est à la salle de sport et il pousse, et ben sa go, elle est avec le petit skinny Babtou, tu vois. Et en vrai de vrai, en prenant du recul sur ça, j'étais tout autant dans la masculinité toxique que lui parce que j'avais ce truc de concurrence vis-à-vis de lui, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc c'est juste après tu fais des bilans et t'avances. Oui, puis il n'y a pas de réponse, je pense, figée à ça, tu vois. C'est vraiment, comme tu disais, c'est un cheminement, ça se fait de manière progressive, mais parfois, c'est vrai qu'il y a des moments dont on se souvient, puis bah, tu m'en as cité quand même quelques-uns, en tout cas des moments phares et forts. Ouais, de dingue, mais moi, c'est des gros. Et si les gens veulent approfondir ça, tu vois, je vais pas en parler là parce que c'est plein d'émotions et tout, et c'est un truc où bref, il faut, mais il y a un épisode sur Anecdote qui s'appelle Victoire. D'accord. Et dans cet épisode-là, je raconte encore plus précisément d'où notamment ce déclic-là il me vient, tu vois. Trop bien. De concrètement le plus gros événement de ma vie, je pense, qui m'a affecté. Waouh. Donc voilà. Bah, je vais aller voir ça. Merci beaucoup, Aymeric. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, qui viendrait de ton cœur, qui n'a pas forcément été exprimé et que tu aimerais exprimer là? Ah, c'est marrant, dès que tu m'as dit de ton cœur, il y a un truc, j'allais dire, mais c'est un virage à 360 par rapport à tout ce qu'on a Vas-y, parlé. il n'y a aucun souci. Mais là, j'espère que les Girondins vont remonter en Ligue 1. J'étais pas prête. Mais là, t'as parlé de cœur. Et en vrai, l'un des trucs qui occupe le plus mon cœur depuis ça, dès que je redescends à Bordeaux, j'essaie de caler mes dates de travail et de train pour aller voir les matchs, tout ça. J'adore. Là, c'est le truc qui me tient le plus à cœur, là. C'est que les Girondins me remontent à Ligue 1. Si, faire un coucou à Serge et le remercier parce que c'est lui qui a plugué. Tout à fait. Et c'est grâce à là que je suis là. Merci à toi pour ces questions. Et puis, non, je dirais juste aux gens d'essayer d'être intègre. Et s'ils savent pas ce que ça représente d'être intègre, il est peut-être temps de se poser la question, aussi jeune ou vieux soit-il. Donc voilà. Mais merci à toi, Fanny. Merci à toi infiniment. Juste une dernière question que je pose toujours. Comment tu te sens après cette conversation? Cool, hein. Mais c'est une question challengeante, hein, parce que je pense qu'on se pose pas assez de... Et puis tout à l'heure, tu vois, on parlait du fait de travailler en indépendant et tout. Et je pense que quand t'as des métiers passion et tout, tu t'enchaînes, tu prends jamais le temps de te poser la question de comment tu vas. Et aussi, le deuxième enjeu, c'est que souvent, quand on te pose la question comment tu vas, en vrai de vrai, on ose rarement répondre ça va bien. Parce qu'on a l'impression que ça entraîne de poser un statement et qu'après, t'as plus le droit d'avoir des moments de creux ou quoi. Alors que je pense que justement, c'est accepté qu'il y ait des moments de creux. Mais là, je me sens bien. Cool. C'est cool. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne continuation pour Merci tout ce à que toi. tu fais. Merci à toi aussi.